Alors, bonjour à tous. Bienvenue à ce rendez-vous entrepreneurial organisé par la Chambre de commerce et d'industrie de Québec et l'École d'entrepreneurship de Beauce. Mon nom est Valérie Lesage. Je suis chef du Centre de l'intelligence entrepreneuriale à l'école et ça me fait grand plaisir de vous accueillir en ligne aujourd'hui. Je vais être l'animatrice de ce rendez-vous qui réunit deux entrepreneurs que vous connaissez bien parce qu'ils sont présidents et vice-présidents du conseil d'administration de la Chambre de commerce et d'industrie. Donc, j'ai nommé Martin Cousineau, président de l'OB, et également Nicolas Penneau, qui est le président de Congébec. Alors, bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. Et juste avant qu'on commence avec nos deux entrepreneurs invités qui ont aussi des grands liens avec l'École d'entrepreneurship de Beauce, je dois le mentionner parce qu'ils ont été dans les cohortes du programme Élite à l'école. Ils ont donc leur diplôme de l'École d'entrepreneurship de Beauce et sont devenus des entraîneurs donc pour nos entrepreneurs athlètes qui viennent se former à l'école. Alors, juste avant de les accueillir, je voudrais passer la parole à Mélanie Kirouac, qui est présidente et chef de la direction intérimaire à la Chambre de commerce, pour le mot de bienvenue. Merci beaucoup, Valérie. Alors, bonjour et bienvenue à nos deux communautés, celle de B de la Chambre de commerce. C'est vraiment un plaisir de vous avoir avec nous en cette belle fin de journée ensoleillée. Une journée magnifique pour se laisser inspirer par deux entrepreneurs avec qui, comme Valérie l'a mentionné, j'ai la chance de travailler sur le conseil d'administration de la Chambre de commerce. Alors, merci beaucoup, messieurs, pour votre présence, c'est très apprécié. Merci aussi à l'École d'entrepreneurship de Beauce pour cette belle collaboration. Merci aux participants d'être avec nous. La Chambre de commerce, c'est vraiment là pour vous parce qu'on sait que c'est des moments qui ne sont pas faciles. Alors, on essaie d'en faire le plus possible. Si vous avez des suggestions, des propositions, vous ne vous gênez pas, on est là. J'aimerais vous laisser sur cette citation de Charles Darwin qu'on entend beaucoup, mais qui fait du sens dans la période dans laquelle nous nous trouvons. Les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes ni les plus intelligentes, mais celles qui s'adaptent le mieux au changement. Sur ce, place au renouveau et bonne conférence. Merci. Merci, Mélanie. Alors, donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est se réinventer à travers la crise et c'est un peu ce à quoi sont conviés la plupart des entrepreneurs dans le contexte actuel de façon plus ou moins profonde. Mais donc, j'aimerais ça d'abord, Martin, que tu prennes un moment pour nous présenter l'entreprise LOB pour qu'on sache un peu ce à quoi ça ressemble aujourd'hui et vers quoi ça va aller plus tard. On s'en parlera, mais un petit moment pour présenter l'entreprise. D'abord Martin, puis ensuite Nicolas pour Congébec. Bonjour Valérie, bonjour Mélanie. Donc, pour vous situer, donc l'OB est un réseau en santé, donc un réseau en santé plus spécifiquement très spécialisé, si on veut, dans lequel on retrouve des médecins ORL, des audiologistes, des orthophonistes, des audioprothésistes et des éducatrices spécialisées. Donc, on traite principalement les troubles de l'audition, les troubles de la parole et tout ce qui touche, si on veut, la correction auditive, donc les appareils auditifs. Donc, on a plusieurs centaines de milliers de patients qu'on dessert à travers un réseau d'une soixantaine de cliniques, donc réparties dans la province, si on veut. On a près de 60 cliniques. On est un réseau rattaché au système de la santé, mais à gestion privée. Donc, les gens, quand ils se présentent dans nos cliniques, se présentent avec une carte d'assurance maladie ou c'est la CSST ou les anciens combattants. Donc, mais notre gestion est privée en soi. Donc, tous les services couverts par l'État sont couverts aussi par le réseau. Quand on parle de la santé auditive et des problèmes d'audition, c'est plus de 10 de la population qui souffre de surdité. Et pour vous donner une idée, c'est plus de 50 des gens de plus de 70 ans qui en souffrent aujourd'hui. Donc, rapidement, pour vous situer, c'est le réseau là. Merci, Martin. Alors, Nicolas, de ton côté, Congébec. Salut Valérie, salut Martin. Merci Mélanie pour l'intro. En fait, Congébec, c'est une entreprise de logistique alimentaire. Alors, c'est un service que les gens connaissent peu, mais nous, notre travail, ça consiste à connecter sécuritairement la production alimentaire de la consommation alimentaire partout dans le monde. Donc, on fait ça avec 13 réseaux à travers 13 réseaux de 13 centres de distribution réfrigérés et congelés à travers le pays. On a 500 employés pour faire ça. C'est plus d'1 milliard de dollars de nourriture qui nous passe entre les mains à chaque année.
Je vais donner quelques exemples de trucs qu'on fait. C'est-à-dire que quand on dit on veut connecter la production et la consommation, bien, on veut permettre aux producteurs de transformer toute l'année une matière première qui est peut-être saisonnière, comme par exemple des récoltes, des pêches, des trucs comme ça. On permet aussi aux consommateurs de manger de façon saisonnière quelque chose qui doit être produit toute l'année, comme par exemple la saison des barbecues qui s'en vient ou la saison de Noël où est-ce qu'il y a des consommations qui sont très, très importantes. Alors, merci. Je sais que tous les deux, vous vivez la crise, évidemment, parce que vous êtes dans des secteurs très différents. Vous la vivez d'une façon aussi très différente. Et j'aimerais ça avoir le regard, Nicolas, en premier, là, sur comment, enfin, à quoi ça ressemble le quotidien de Congébec depuis la mi-mars. Oui, en fait, Martin et moi, on a une façon en fait, la crise nous a frappé de façon très différente. Moi, ma vie, elle a changé le 13 mars dernier. Avant, là, juste pour te donner une perspective de c'était quoi mon travail, bien, moi, je me considère comme la mascotte corporative. Donc, ce que je fais, c'est à tous les trimestres, je faisais le tour du pays, aller voir mes employés, mobiliser mes troupes. Donc, aller sur le terrain, rencontrer les employés, tout ça, travailler sur les projets stratégiques. On a doublé notre chiffre d'affaires en 5 ans. On a fait des transactions spectaculaires. Tout ça, ça se faisait avec des rencontres hebdomadaires une fois par semaine et tout ça. Alors que là, depuis le 13 mars, depuis 2 mois, bien là, en fait, à part aujourd'hui, ça fait 2 mois que je suis confiné dans mon sous-sol, où est-ce que là, on est en mode de cellule de crise. On a des rencontres, 2 rencontres virtuelles par jour avec l'équipe. Je fais des vidéos assez régulièrement à l'ensemble de mes employés. Au début de la crise, on en faisait 2 à 3 par semaine pour les rassurer, pour leur expliquer les décisions qu'on prenait, pour leur donner une visibilité sur ce qui se passait. J'ai même fait aussi un Q&A virtuel avec eux. Alors, c'est un environnement qui est très, très différent pour moi, une réalité qui est vraiment différente parce que je pense que chez moi, j'étais plus un visiteur qu'un résident, alors que j'étais toujours sur la route. Maintenant, je suis à la maison à temps plein. Ça change beaucoup la façon d'exercer ton leadership au bout du compte, là. Exactement. Donc, tu trouves avoir une vision à beaucoup plus court terme, court et moyen terme qu'une vision à long terme. Ça change le rôle complètement. Alors, moi, j'ai jamais eu de problème à déléguer. Puis, l'empowerment, c'est une de nos valeurs clés chez nous. De toujours voir dans le futur, travailler sur les projets à long terme, les projets stratégiques. Alors que là, tout d'un coup, on ne peut pas quitter la balle des yeux. Martin, de ton côté, ça ressemble à quoi le quotidien depuis ces semaines enfermées? Je dirais le 13 mars va rester, mettons, une date qui va me marquer à tout jamais. Moi, je considère la situation actuelle comme un drame humain puis un véritable, mettons, cauchemar. Je te dirais, toute la communauté d'affaires a été affectée, que ce soit, puis même en soi, nos gens proches, nos parents, nos grands-parents, nos amis, l'ensemble de l'entrepreneuriat. Donc, ça a été pour moi une période difficile en soi par ce contexte-là. C'est sûr que ça a été, mettons, un grand changement avant et après. C'est aussi différent que blanc et noir. Avant, on était dans une période de croissance intense. Donc, on procédait, si on veut, à l'ouverture de cliniques à un rythme accéléré. Donc, une clinique par mois. On faisait des rencontres donc, de stratégie en soi et on doublait la taille du réseau à tous les 5 ans et avec une augmentation de nos bénéfices et de nos revenus près de 20 % sur une base annualisée. Du jour au lendemain, c'est une perte de 85 % de nos revenus. On est dans une situation de cellule de crise. On doit maintenir, si on veut, des services essentiels qu'on pourra, mettons, davantage parler, mais vite, mon quotidien s'est rassemblé à des rencontres avec ma garde rapprochée, donc tous mes comités, mon comité de direction, sur une base quotidienne, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y en a. Vite, on a mis 3 comités en place. Une pour assurer, si on veut, les mesures sanitaires, les mesures de sécurité, donc dans quelle mesure on peut maintenir des services, tout en étant sécuritaire par rapport à notre clientèle, à nos professionnels, à nos employés. Un deuxième comité s'est penché vite à ce moment-là sur dans quelle mesure on va revoir nos processus, puis un troisième qui touche tous les besoins du patient dans cette période-là et rassurer constamment le réseau par des rencontres virtuelles hebdomadaires là, au sein du réseau. Donc, on est vraiment dans deux phases différentes. Là. Rassurer, hein, ça prend beaucoup de place dans vos vies d'entrepreneurs en ce moment. C'est ce que j'entends là, dans autant les clients que les employés. C'est une part importante du rôle de chef. Là. Exact, Valérie, exact.
C'est important en tant que leader dans ces moments-là d'assurer une hyper-communication. Je vais appeler même hyper-communication parce que les vides sont mortels dans un contexte d'incertitude. Donc, tu dois communiquer avec tes gens dans un contexte où il y a beaucoup d'insécurité et beaucoup d'incertitude en soi. J'ai envie, ça m'amène, Martin, là, j'aimerais ça savoir, parce que rassurer quand soi-même on est ébranlé dans nos façons de faire, comment tu y arrives? Mais avant tout, c'est avant tout la partie humaine de ma relation avec chacune des personnes, même dans un grand réseau décentralisé. C'est important de communiquer avec eux, de dire oui, il va y avoir des moments difficiles. Un des premiers volets, c'est de se retourner vers nos patients, dans quelle mesure on peut desservir la clientèle qui est la plus vulnérable, puis en même temps assurer leur protection, puis de leur dire que, bien, regardez, ça va être un passage. Puis même, on a mis un programme en place de dire, écoutez, si certains d'entre vous vivent des moments difficiles, là, on va mettre à disposition un fonds particulier pour vous soutenir dans cette période-là. Donc, pour nous, c'était un élément important parce que chaque personne du réseau est un élément clé de notre succès. Donc, c'est un passage, le COVID, parce qu'il va y avoir un après-COVID aussi en soi. Oui. Nicolas, tu dirais que quand tu regardes les principaux défis surmontés depuis le début de la crise, tu vois quoi? Bien, tu sais, au départ, j'ai parlé qu'on est un service que les gens connaissent peu. Alors, nous, on a eu le privilège d'être reconnu éventuellement comme un service essentiel, mais notre premier combat, c'était de se faire reconnaître comme un service essentiel. Alors, tu sais, la plupart des gens ne savent même pas qu'on existe. Puis en plus, on est de juridiction fédérale et c'est le provincial qui prenait les décisions par rapport à qu'est-ce qui était essentiel ou pas. Alors là, il a fallu commencer à faire une tournée pour être capable de se faire reconnaître par les ministères de l'Agriculture de chacune des provinces où est-ce qu'on opère, pour que les gens comprennent qu'il faut qu'on continue à opérer. Si on n'opère plus, pas juste nous, mais notre industrie, bien, il manque de produits sur les tablettes des épiceries partout dans le monde. Alors, c'était notre premier combat, c'était celui-là. Alors, on l'a réussi. On est en opération depuis, on n'a jamais arrêté l'opération. Après ça, ça a été d'installer tout le monde dans le télétravail. Nous, on a commencé, même avant les décisions du gouvernement, à envoyer tout le monde à la maison pour protéger nos opérations. Ce qu'on voulait, c'est que nos gens d'entrepôt soient parfaitement sécuritaires. On ne voulait pas qu'il y ait aucune contamination possible avec personne qui venait de l'extérieur, y compris des gens de bureau. Alors, on a envoyé tout le monde à la maison. Alors, il a fallu quand même organiser 150 personnes en télétravail en quelques jours seulement. J'ai une équipe exceptionnelle de gens qui l'ont fait, autant au niveau des coms que des IT, que partout dans les services qui nous ont aidés à faire ça. On a déjà une réalité assez décentralisée. Moi, mon équipe est partout au pays. J'ai pas une personne tout le monde n'est pas, dans mon équipe n'est pas au bureau chef. Tout le monde est un peu partout. Mais il a quand même fallu être créatif pour des gens qui n'avaient pas de laptop. Et il a fallu qu'ils amènent leur tour. Il a fallu qu'on fasse la guerre à l'approvisionnement au laptop et tout ça. Donc, ça fait partie des choses qu'on a eu à faire. Les chaises de travail, organiser les gens parce que, tu sais, je fais des vidéos avec certains des employés puis je réalise qu'ils sont assis sur des chaises de bois, un peu tout croche, n'importe comment. Donc, ça a été d'installer nos gens de façon sécuritaire pour qu'ils soient productifs et qu'ils soient capables de nous accompagner là-dedans. Après ça, ce qui est un peu surprenant, c'est qu'une de nos plus grosses difficultés, c'est le recrutement. Alors que tout le monde, tu sais, il y a plein de gens qui ont perdu leur travail. Nous, on se bat pour recruter des gens. On a une perte de productivité assez exceptionnelle avec toutes les mesures de sanitation qu'on a mises en place. Comme par exemple, on sépare les quarts de travail, on ne permet pas de faire d'overtime entre les quarts de travail et tout ça. On fait la sanitation entre les quarts et tout. On a deux virus à faire face. On a le virus de la COVID, mais on a aussi le virus de la peur. Fait que moi, ma job, elle consiste vraiment à que mes employés se sentent comme s'ils étaient bubble wrappés et en parfaite sécurité. Mais là, après ça, tu regardes les programmes des gouvernements qui sont mis en place, comme par exemple la PCU, les programmes pour les étudiants. Après ça, quand il y a eu la subvention pour, la bonification du salaire des travailleurs agricoles, j'étais honnêtement en sacrement quand ça s'est sorti. Là. Nous, on travaille très, très fort pour essayer de recruter des gens. On se fait compétitionner par le gouvernement pour faire ça. Et puis, sous prétexte que c'est difficile de travailler dans les champs, j'en doute pas, je suis sûr que c'est super difficile, mais j'invite tout le monde à venir essayer un congélateur. Ils vont voir que mes gens, ils travaillent très, très fort puis ils méritent chacun des dollars qu'ils gagnent. Puis, par rapport à ça, il y a aussi plusieurs entreprises qui ont décidé de faire ce qu'ils ont appelé des primes de risque. Ça, les primes de risque, moi, honnêtement, j'ai dit « no way », c'est sûr qu'on n'embarquera pas là-dedans. Pas parce qu'on ne veut pas donner plus d'argent à nos employés, mais c'est par principe, je ne vais jamais monnayer la santé de mes employés.
Okay? Fait qu'on a pris cet argent-là, puis on a dit, regarde, on va plutôt les protéger, investir pour avoir des mesures de sanitation supplémentaires. On a fini quand même par faire des mesures d'entraide pour tous nos employés, pas juste ceux qui sont sur le terrain, mais pour ceux qui sont à la maison, parce qu'on sait que les temps sont difficiles pour tout le monde et leur famille. On l'a fait quand même, mais on n'est pas embarqué dans la question de la prime de risque qui était, encore une fois, quelque chose qui était très, très, très présent dans le marché. Alors, on fait plusieurs petites attentions pour nos employés. On a envoyé des bouteilles de Purell pour qu'ils puissent amener à la maison. On a envoyé des gâteaux au chocolat Michaud partout au pays pour Pâques. On fait des petits trucs comme ça pour essayer d'être des petits goodies pour rendre la vie un peu plus agréable. Mais en bout de ligne, c'est ça notre défi, c'est le recrutement puis garder le monde au travail. Oui, c'est intéressant ce que tu dis parce que la prime de risque aussi, en même temps, c'est pas super rassurant pour un employé en termes de communication de dire je te donne une prime de risque plutôt que de dire ben non, je vais assurer ta sécurité. Je trouve ça intéressant comment tu l'as vu. Les gens avaient il y a beaucoup de pression à l'interne pour qu'on puisse faire ça, mais les employés ont bien compris le message. Ils ont bien compris, je leur ai expliqué moi-même qu'on n'allait pas monnayer leur sécurité. Et puis, ils ont compris le message, ils ont compris pourquoi on le faisait, puis ils ont été corrects avec ça. Et Martin, de ton côté, les défis surmontés les plus importants là, depuis le début de cette mésaventure, appelons-le comme ça? Okay. Il va se faire à deux niveaux. Au niveau des cliniques, puis au niveau du siège social. En réalité, au niveau des cliniques, rapidement, on a dû faire face, contrairement, mettons, à Nicolas, de maintenir les services essentiels, mais d'assurer, donc je n'ai pas eu à me battre pour ce volet-là, mais davantage d'assurer, si on veut, la sécurité de nos professionnels. Donc, quelles seront les mesures, puis dans quelle mesure on va pouvoir accueillir les patients les plus vulnérables pour combler, mettons, un besoin essentiel qui est de communiquer puis d'entendre dans cette période-là. Donc, c'est comment assurer. Ça, c'est un des premiers défis qu'on a eu. Le deuxième, au niveau du siège social, c'est on est un monde avec papier. Je reçois des factures qui proviennent de l'ensemble du réseau et je dois mettre en place du télétravail dans un monde de papier. Je ne suis vraiment pas préparé à cette partie-là. Donc, puis quand on a réussi à s'adapter, parce que donc j'ai eu des gens qui scannaient les factures pour permettre à nos techniciennes comptables, si on veut, de faire le travail, mettons, à la maison, j'ai eu aussi un défi de conciliation travail-famille. Comment on peut demander à nos travailleurs qui, du jour au lendemain, sans gardienne, sans service de garde, sans école, donc avec, mettons, les frimousses, mettons, entre les pattes, de composer. Donc, on a eu de la difficulté aussi. Même des gens disaient, écoute, Martin, je ne pourrais pas maintenir en soi le travail compte tenu des défis, si on veut, à cet effet-là. Puis une fois, mettons, l'autre grand défi, c'est la perte de nos revenus. Donc, du jour au lendemain, voir 85 % de nos revenus disparaître, c'est quand même, mettons, un choc important dans une organisation, mettons, en croissance. Donc, on a dû faire face à un élément cruel, je dirais, Valérie, qui est la mise à pied temporaire de nos gens. Donc, on a dû mettre à pied, si on veut, des gens extraordinaires au sein du réseau, puis en même temps les réconfortant en mettant en place des programmes pour les situations les plus particulières. Donc, ça a été les premières, mettons, journées sur lesquelles on a dû faire face rapidement, si on veut, comme organisation. Oui, c'est ça. C'est pas ça qui motive un entrepreneur non plus. C'est pas pour ça qu'on devient entrepreneur, faire de la décroissance, là. Fait que je comprends que c'est très exigeant. Qu'est-ce que vous anticipez dans les prochains mois? Bien, d'abord, Martin, là, comme défi important à surmonter. Là. Je suis totalement en accord avec Nicolas. C'est un défi de peur. Moi, je pense que la première question qu'on doit se poser, c'est puis comment on va y répondre, c'est la peur. Est-ce que nos patients, notre clientèle, est-ce qu'elle va revenir? Donc ça, c'est un élément important. Puis je dirais le deuxième, c'est l'incertitude, c'est l'inconnu. Combien de temps que ces mesures vont être en place? Est-ce qu'il va y avoir un retour? Il y a différentes régions qui sont impactées d'une façon différente. Donc, on vit encore énormément d'insécurité, même après 2 mois, en réalité. L'absence de solutions, de vaccins ou de médicaments génère beaucoup d'inquiétudes. Donc, l'anxiété est énorme actuellement. Donc, moi, c'est les 2 grands volets. Comment sécuriser? Donc, l'insécurité. Moi, je dirais que c'est presque un cancer en réalité parce que c'est absent, invisible, mais ça a beaucoup de ravages sur l'individu en soi, cette insécurité-là. Puis la peur des patients de dire, écoutez, est-ce qu'ils vont revenir, notre clientèle?
C'est ça, parce que tu as une clientèle qui est par nature, par la nature du travail que vous faites chez Lob, c'est une clientèle qui est plus âgée en bonne partie, là. Exact. Exact. Qu'est-ce que tu anticipes, toi, de ton côté, Nicolas, dans les défis prochains, outre la peur? Écoute, c'est une volatilité sans précédent des volumes d'affaires, ce qui est vraiment du jamais vu dans mon domaine, en tout cas. Tu sais, tu m'as demandé tantôt si j'étais nerveux avant l'entrevue. Je dis non, c'est mes ventes d'avril. C'est un peu ça. C'est que là, actuellement, il y a une volatilité qu'on n'est pas habitué. Puis quand tu es dans une entreprise comme la mienne, qui est structurée avec des frais fixes assez importants à cause des installations qu'on possède, à cause des tarifs, en fait, de l'électricité qu'on consomme. On consomme des millions de dollars d'électricité. Un entrepôt vide, ça coûte encore plus cher qu'un entrepôt plein en électricité. Alors, c'est tous des trucs comme ça on a un levier opérationnel qui est très important. Alors, la volatilité des ventes, c'est un défi majeur. Puis quand je dis que c'est du jamais vu, c'est parce que nous, en logistique alimentaire, il y a une chose qui est certaine, c'est que le monde mange. OK? Puis il y a deux affaires qui peuvent changer. C'est qu'est-ce qu'ils mangent puis où est-ce qu'ils mangent. Alors, dans un temps de récession, ce qui va souvent arriver, c'est que le volume va pivoter vers les restaurants, il va aller vers le détail. Mais il y a la même quantité de nourriture qui se mange en bout de ligne. Moi, ça ne me dérange pas, je les pivote d'un côté à l'autre. C'est un peu notre réalité. Et puis après ça, qu'est-ce qu'ils mangent? Peut-être qu'ils vont manger moins de langoustes surgelées puis plus de steak haché, mais encore une fois, moi, dans mon domaine, ça n'a pas d'incidence. On est là pour pivoter. Là, ce qui se passe, c'est du jamais vu. C'est la première fois en 45 ans d'histoire que les deux côtés de l'équation bougent en même temps, c'est-à-dire la consommation et la production. Le consommateur, il panique. Il y a eu une pénurie de congélateurs partout en Amérique du Nord parce que les gens ont fait des provisions comme s'il allait avoir la Troisième Guerre mondiale. Alors ça a mis une pression énorme sur les volumes d'inventaire. Après ça, il y a un backlash à ça. Une fois que le congélateur est bien plein, il n'y a plus rien qui rentre après ça. Il n'y a plus rien qui sort de nos installations. Alors que là, de l'autre côté, tu as les usines de transformation de viande qui ferment. On l'a vu au Québec, en Alberta. Alors, c'est tout ça qui change en même temps. Alors, c'est très, très, très difficile de voir clair là-dedans. Si tu regardes après ça dans le long terme, c'est là où est-ce que j'ai encore plus peur de ce qui va se passer parce que j'ai peur même de rester pris avec des commodités qui ne bougeront plus du tout. À part l'inflation, là, ce qui me fait le plus peur dans cette crise-là, c'est une guerre de protectionnisme global. Okay? Puis ça me fait peur parce que l'agroalimentaire, c'est toujours le plus fragile là-dedans. C'est toujours facile de trouver un morceau de viande dans lequel il y a une hormone de croissance qui n'était pas supposée être là, puis dans un morceau de viande que plus personne ne retrouve après pour qu'un pays dise on bannit le Canada. C'est arrivé en 2014 avec la Russie, c'est arrivé en 2019 avec la Chine. Alors, tout ça a des impacts importants. Puis au Canada, 50% du bœuf est exporté. Puis pour le porc, c'est 70% des productions de porc qui s'en va à l'étranger. Fait que ce que je veux juste dire, c'est un message que je voudrais passer, c'est que pour tous ceux qui veulent acheter local, je comprends pourquoi on a ce réflexe-là, puis c'est naturel, puis c'est normal de l'avoir, mais on n'est juste pas les seuls à y avoir pensé. Alors, la déglobalisation de l'économie, il faut juste comprendre que c'est une autoroute à deux voies. Oui, puis là, tu nous parles d'une industrie, là, c'est pas juste de ton entreprise, donc il y a des impacts très, très sérieux sur le long terme là, à des changements de comportement de consommation, le passer du global au local. Maintenant, quand vous êtes un peu obligé tout ce qui arrive vous force à vous réinventer d'une certaine façon, mais comment, là, il y a la réinvention court terme, là, qui est un peu la réaction à ce qui se passe, mais quand tu le vois pour un horizon un peu plus long, qu'est-ce que tu prépares, Nicolas? En fait, tu sais, nous autres, là, si tu veux dans la perspective qu'on va se réinventer, en fait, tu sais, c'est pas juste notre compagnie, mais c'est notre industrie au complet. Ça change la perspective des choses, simplement d'être considéré comme un service essentiel. Tu comprends? On l'avait perdu de vue, je pense, à ce bout-là. On a pris ça pour acquis, puis on travaillait normalement. Et puis là, ça a vraiment recentré toute notre organisation vers notre raison d'être, notre why. Il n'a jamais été aussi fort que ça. Tu sais, c'est de nourrir la planète. Alors ça, c'est super puissant pour mobiliser les gens, mobiliser les équipes. Ça donne du sens pour avancer, puis ça donne l'énergie pour passer à travers ça. Puis ça nous permet aussi d'utiliser nos valeurs corporatives pour nous guider à travers cette crise-là, puis par rapport aux décisions qu'on va prendre à partir de maintenant. Fait que, tu sais, ce que ça veut dire, c'est qu'on va dégraisser nos façons de faire. On va évacuer toutes les distractions.
qui étaient venus dans notre parcours éventuellement. On va revoir notre stratégie commerciale, notre portefeuille des clients. On va réaligner nos priorités. Pour te donner un exemple, là, cette année, au lieu d'avoir une bonification qui est individuelle par groupe avec des objectifs à gauche et à droite, cette année, on ressemble tout le monde vers 2 objectifs qui sont partagés par l'ensemble des 500 employés. Alors, c'est tout ça qui va faire en sorte qu'on va changer. Puis ça, c'est des affaires peut-être qu'on ne changera peut-être plus après. C'est pas juste une question de crise, c'est une question de se réinventer pour être capable de passer à travers, mais en même temps de dire, OK, si tu te ressentes vers ta raison d'être, puis ton why, puis pourquoi tu fais ça, puis pourquoi les gens viennent travailler pour toi, bien, à ce moment-là, je pense que c'est ça qui va nous fueler pour les prochaines années. C'est une question de positionnement puis d'optimisation des ressources aussi là, que tu vis à travers la crise. Là, comme, Martin, de ton côté, c'est très différent. Ça t'amène à recréer la façon de livrer les services à tes clients. Tout l'aspect, mettons, de se réinventer, c'est un aspect qui est hyper important. Je te dirais, mettons, je suis hyper inspiré par une des phrases de Pierre de Coubertin qui dit en soi, dans chaque difficulté, ça doit être l'occasion, mettons, d'un nouveau progrès. Puis ça, j'interpelle, mettons, l'ensemble de la communauté d'affaires à se questionner. Chez Lob, comment on l'a vécu? Bien, on revoit nos stratégies, on revoit nos processus d'affaires, mais depuis sa création en 2002, c'est un processus qui est aussi continuel parce qu'en période de croissance, qu'est-ce qui fonctionnait à 10 cliniques ne fonctionne pas à 20 cliniques. Qu'est-ce qui marchait à 20 cliniques ne fonctionne pas à 30 cliniques, puis ainsi de suite. Donc, de toute façon, chez Lob, par sa croissance, on doit aussi se réinventer. C'est sûr que l'impact de la COVID, qu'est-ce que ça l'a fait? Bien, ça a été un effet, si on veut, un accélérateur. Ce que je faisais normalement, traditionnellement, dans un processus de réinvention, c'est un cycle. On regarde, autrement dit, nos processus parce que dans une période de croissance, on a tendance à prendre du pot, à faire de l'embonpoint. Donc, c'est un temps idéal de les revoir. Par la suite, quand on regarde, autrement dit, l'expérience patient, on dit, bien, hey, maintenant, n'oublions pas, parce que bien souvent, on se définit par nos produits. Puis je rappelle souvent, dans mon domaine, ce n'est pas des oreilles qu'on traite, c'est de l'humain. Donc, il ne faut jamais oublier en soi de se connecter. Puis je suis d'accord avec notre why, en réalité, avec notre raison d'être, puis dire, ah, nous, c'est de l'humain, on les dessert. Donc, est-ce qu'on a oublié de se mettre dans ses souliers? Puis quand on vient consommer, peu importe l'entreprise, dans nos organisations, est-ce que c'est l'expérience que je vis? Est-ce que c'est l'expérience que je souhaite? Fait que ça, c'est un élément qui est important de mettre en place, puis le tout à travers d'un filtre de créativité et d'innovation. Donc, le COVID, pour moi, ça a été un élément, un accélérateur. Qu'est-ce qui m'aurait pris des années? Je le ramène en mois. Qu'est-ce qui m'aurait pris des mois? Je le ramène en semaines. Qu'est-ce que j'ai pris en semaine? En jours, puis en jours, je le ramène en heures. Et ça a été pour moi, mettons, un élément important que j'ai jamais autant accompli dans les dernières semaines, dans les derniers mois, que dans les dernières années en termes d'innovation puis de réinventer. Et des exemples à ce moment-là, que ce soit virtualisé, si on veut, notre organisation, donc devenir une organisation, on est en voie de le terminer, c'est devenir un réseau totalement numérisé, virtualisé, donc en soi l'organisation, mettre en place des consultations par notre clientèle qui est vulnérable, mais des consultations, mettons, virtuelles, qui auparavant se limitaient par téléphone. Maintenant, ça va être en vidéo, avec une connexion Bluetooth sur l'aide auditive, qui permettent des réglages, puis dire aux patients, bien, vous allez rester en toute sécurité à la maison, dans votre confort, puis on va être capable, autrement dit, de vous soigner, mais à distance et même en se connectant sur ces aides auditives. C'est de revoir aussi la façon de desservir, en mettant en place des systèmes, mettons, en ligne de commande qui permettent de livrer encore dans le confort de la maison, Valérie, les produits d'entretien, les piles, etc. Puis de créer en soi, on est en voie parce que tout est en accéléré. La beauté de la COVID, j'ai beaucoup de mes fournisseurs puis de mes partenaires qui ont du temps. Donc ça, c'est la beauté. Auparavant, il y en avait moins. Là, ils ont du temps amplement. Donc, j'ai amplement de mandats à donner en même temps que je lance la communauté. Fait que j'ai dit aux gens, bien, créons des espaces privés pour notre clientèle sur lesquels on va s'adresser à eux. On a une magnifique ambassadrice, Marie-Josée Taillefer, qui fait des vidéos actuellement sur comment, autrement dit, les stratégies de communication, etc. Donc, c'est une période propice de se réinventer.
Et actuellement, comparativement à la tendance, on investit et on agrandit nos aires physiques. On intègre actuellement une centrale téléphonique, on intègre une centrale de facturation, on intègre à ce moment-là un centre de gestion pour les commandes en ligne. Et pour moi, mettons, des éléments intéressants. Dans nos plus petites cliniques, Valérie, pour terminer, on a mis une assistante virtuelle qui permet d'accueillir les patients puis de rassurer en indiquant, si on veut, les mesures sanitaires nécessaires avant de rentrer dans la salle d'attente. C'était intense, je te dirais. Je comprends, effectivement. Là, c'est beaucoup, beaucoup de nouveautés en peu de temps. Chapeau. Chapeau pour ça. Puis ça manque de l'investissement aussi là, quand on se réinvente. Ce n'est pas rien là, ce que tu es en train de mettre en place, Martin. Alors, c'est quoi les paramètres pour investir dans la réinvention, puis tout en protégeant les liquidités de l'entreprise parce qu'on a perdu des revenus. Là. Donc, comment tu le vois? Je vais reprendre l'expression de mon ami Nicolas. Hein, ça prend un trésor de guerre pour faire face mettons, à des situations semblables. Ce que l'on a, puis par l'historique que l'on a, on a une culture de gérer constamment en récession. Des fois, on oublie quand l'économie va bien, on fait du gaspillage. Mais en gérant en récession, ça nous a permis d'être hyper capitalisés. Et c'est à partir de cette richesse cumulée qu'aujourd'hui, on investit massivement dans cette réinvention à ce moment-là de notre façon de faire. Donc, pour moi, les paramètres, c'est dans quelle mesure l'organisation va être meilleure demain. Parce que j'ai toujours une phrase, puis même, mettons, un top que je me répète à chaque soir, puis je vais l'avouer en me couchant. Je me répète constamment la phrase, mettons, Valérie, en disant « Ce que j'ai fait aujourd'hui pour rendre l'organisation meilleure demain. » Parce que si je n'ai rien fait aujourd'hui, je vais me réveiller avec, à ce moment-là, aucun progrès dans l'organisation. C'est un peu cette phrase-là qui me résonne comme un acouphène dans la tête en disant « Je suis tenu aujourd'hui de rendre l'organisation meilleure à chaque jour pour qu'on puisse, mettons, l'améliorer sans cesse. » Fait que ça, l'investissement que l'on fait à l'intérieur, c'est un élément important. C'est comme ça que je le mesure en termes d'efficience et d'efficacité. C'est pas le temps en ce moment, je te dirais, de faire le chevreuil puis de dire, écoute, ça prend beaucoup de leadership puis de dire, prenons cette occasion-là puis faisons-en en réalité une opportunité d'amélioration. C'est la première fois que j'entends quelqu'un parler d'un acouphène utile. Et Nicolas, de ton côté, là, innover, se réinventer, avoir moins de revenus, c'est ça, comment on gère ça, l'innovation en temps de contraction? Bien, ça peut être tentant d'hiberner, puis de dire on va se cacher, puis on essaie de passer à travers ça, puis on va weather the storm, comme on dit en anglais. Là. Mais en réalité, est-ce que tu veux une seule crise ou tu en veux deux? Parce que quand tu vas te réveiller, il y a des chances que le monde ait changé. Parce qu'il y a des gens comme Martin qui sont excessivement actifs, qui vont changer leurs organisations, qui vont profiter de l'occasion pour être capables de se réinventer puis faire d'autres choses. Alors, moi, je pense que si on ne fait pas le strict minimum d'investissement puis d'être actif de ce côté-là, bien, on va avoir une dette stratégique quand on va sortir de cette crise-là. Donc, actuellement, si on enlève les yeux sur la balle, on ne se fait pas envoyer des balles courbes, là. On se fait envoyer des balles papillons. Là. Fait que c'est dur à suivre, puis il faut être capable de suivre la game. Puis après ça, ben, c'est aussi une question de dette technique. Je pense, moi, à mon organisation, même si on n'avait pas pu continuer à opérer, il aurait tout de même fallu continuer à faire des maintenances préventives, des trucs comme ça, pour ne pas avoir une dette technique pour sortir de cette crise-là. Alors, c'est un peu ça, je pense, qui est effrayant, c'est de voir, bien, si on fait juste essayer de mettre la switch à off puis de la remettre à on après, je ne pense pas que la switch va fonctionner. Je pense que les entreprises qui vont avoir été mieux capitalisées vont avoir mieux passé à travers cette crise-là. Puis, comme Martin a dit, bien, des fois, il y a des opportunités qui vont être là si c'est un trésor de guerre, pas juste pour survivre, mais pour saisir des opportunités. Puis, écoute, je ne peux pas m'empêcher, ce n'est pas vos secteurs, mais en même temps, il y a des secteurs qui sont plus lourdement affectés par la crise actuellement. Puis, je pense au secteur culturel, au secteur touristique. Ça va être long là, avant qu'on ait le début d'une reprise. Est-ce que vous voyez que ces secteurs-là aussi, les plus touchés, doivent en fait se réinventer eux aussi pour survivre? Je pense que personne n'a les moyens d'attendre.
Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Tous les secteurs sont affectés par le COVID. Tous les secteurs doivent se réinventer, que ce soit, exemple, sans faire de la publicité à Michelangelo qui offre des livraisons avec, mettons, un service ou de traiteur à la maison. En réalité, moi, je pense qu'on a besoin de se réinventer. Personne n'est épargné par rapport à ça. On va prendre les questions qui viennent des participants maintenant et ceux qui veulent en poser. Il y a un petit carré orange qui s'appelle « Converser » juste au bas de votre écran et vous pouvez donc poser vos questions par écrit, puis on sera à l'écoute. Et la première, elle vient de Stéphane Lalancette. Une fois que la crise sera passée, est-ce que vous pensez que certaines des mesures qui sont mises en place dans vos entreprises respectives vont être maintenues à long terme et vont devenir des nouvelles façons de faire? J'ai envie, mettons, de le lancer. Nicolas, je vais te laisser poursuivre. Moi, je dis en soi, c'est une opportunité. Malgré tout, c'est une opportunité, le COVID. Puis, à la lumière de ces éléments-là, de cette réinvention-là, de nos façons de faire, vont demeurer. Vont demeurer en soi, puis aura même permis d'accélérer des éléments, des fois, qu'on retarde constamment, puis on dit, regardez, non. Là, c'est important de le faire. Je pense que ça force en réalité chacune des entreprises à mettre en place des innovations pour davantage, mettons, faire face à une nouvelle réalité. Et merci Stéphane pour ta question. Salut en passant. D'un autre côté, on a mis des mesures en place pour être capable, pour l'accueil des gens, lavage des mains, prise de température, des trucs comme ça. Est-ce que ça va rester? Je ne le sais pas. C'est pas, à mon avis, on décidera en rendu là. Ce qui va rester, par contre, c'est au départ, on blaguait parce que là, on disait, OK, on a fait des réunions 2 fois par jour, puis là, on parle de moins en moins de COVID. On parle de plus en plus du quotidien de notre organisation. Puis là, je pense qu'on est rendu accro. La façon qu'on a géré en proximité, en groupe, avec mon comité de direction, avec les gens qui sont proches de moi, je pense que ça va rester. On ne pourra jamais se débarrasser de ça. Est-ce que le déplacement qu'on fait, on sauve peut-être 75 000, 100 000 $ de transport par mois actuellement parce qu'il n'y a plus personne qui se promène à gauche et à droite. Est-ce que ça va rester? Bien, peut-être, parce que finalement, on réalise qu'on est capable de faire un paquet de trucs sans être obligé de se déplacer autant que ça. Alors, il y a des mesures qui vont rester, je pense, dans l'organisation. Il y a des trucs qui vont changer pour tout le temps. C'est ce que je disais tantôt. Il y a des décisions qu'on prenne. Il n'y en a pas tant que ça qui sont juste qui sont juste pour la COVID. Je pense qu'ils sont provoqués par la COVID. Mais tu ne trouves pas ça, ça te manque pas, les rencontres en présence avec ta valise? Bien, je passais plus de temps dans le lounge Air Canada que dans mon sous-sol avant, mais là, écoute, je me suis habitué. Là. On a une question de Jacques Topping. Vous sentez-vous encore plus seul au sommet de votre organisation en cette période et qu'est-ce que vous faites pour compenser et pour vous challenger? Bien, bonjour Jacques, en passant. En fait, je me suis jamais senti aussi moins seul qu'actuellement. J'ai tellement une équipe extraordinaire alentour de moi à tous les niveaux d'organisation. On sent une proximité chez Congebec qu'on n'a jamais senti avant, alors qu'on ne se déplace même plus. Alors non, je ne me sens pas seul. Je me sens vraiment super bien entouré. J'ai l'impression qu'on est 500 à essayer de vouloir battre ce virus-là. Exact. Il y a du challenge. Salut Jacques. Je te dirais par moment, je dirais, par moment, ce n'est pas toujours facile. Je vais me parler plus par rapport mettons, à ce que je ressens. Des fois, on a beaucoup de responsabilités en tant que leader à s'assurer de rassurer l'ensemble de notre organisation. Mais j'ai marié une femme exceptionnelle. Elle s'appelle Francine, donc je l'ai connue, j'avais à peine 15 ans. Et bien souvent, elle me rappelle l'essentiel. Mais je dirais que aussi, j'ai une équipe extraordinaire. Mais par moment, en toute humilité, c'est beaucoup de drames humains dans lesquels on est confronté, que ce soit des gens que j'ai connus qui ont passé par un suicide parce qu'on fait face à des éléments de difficulté. Ce que j'appelle des drames humains, c'est la partie. Le côté économique des dollars, de l'argent, c'est assez bien. Mais la partie qui me perturbera tout le temps, c'est la partie drame humain de ce volet-là. Perdre des patients sur lesquels on rattachait des noms et de voir autant de la communauté, est-ce qu'on est affecté. Moi, je rappelle tout le temps aux gens, ça reste des dollars. Je pense que dans chaque façon, il faut rebondir et il faut regarder le beau côté des choses. Dans le processus décisionnel, là, parce que même si vous êtes entouré, même s'il y a des gens qui vous challengent, puis qu'il y a
vous sentez les noyaux autour de vous très, très actifs, puis vous vous sentez bien entouré. Il reste que, ultimement, il y a des décisions que le chef prend seul. Et est-ce que c'est plus lourd dans le contexte actuel, plus difficile que ça ne l'était avant? Moi, je te dirais, pour moi, c'est facile. Je te dirais, je vais te le dire, mettons, mon point de vue spontané. Je pense à tous les gens qui exercent à l'intérieur du réseau, puis je me dis, ce serait quoi la meilleure décision pour l'ensemble de ces personnes-là? Puis de ça, ça te donne des énergies qui t'empêchent de faire de l'immobilisme. Les gens comptent sur toi, puis à la lumière de ces éléments-là, quelle sera la meilleure réponse à une question, à un défi dans l'intérêt collectif de nos patients, de l'organisation. Moi, je pense que c'est comme ça que ça me ramène, admettons, que ça facilite ma décision, Valérie. Oui, c'est ça. C'est que si tu fais des mises à pied, mais tu sais que c'est pour l'intérêt collectif à la fin. Si tu peux te ramener à ça, c'est aidant. Exact. Pour assurer la pérennité de l'organisation, parce que c'est un moment de pause. En réalité, je considère que c'est un moment de pause sur lequel on met une pause, en réalité, pour le temps, si on veut, d'une situation. Mais par la suite, j'ai fait une promesse à l'ensemble du réseau. Elle va redémarrer, puis plus jamais on sera meilleur que le passé. Ton côté, Nicolas? Tu sais, chez nous, on a des règles d'équipe qui sont très claires. On travaille bien comme ça. On encourage beaucoup les débats et la prise de décision en groupe. Mais éventuellement, je pense que ça arrive qu'il faut que je tranche. Puis je pense que mon équipe s'attend à ce que je la fasse aussi. Alors, quand tu prends des décisions pour le bien de ton organisation, puis qu'il n'y a absolument rien, il n'y a aucune arrière-pensée personnelle par rapport à ça, que c'est toujours orienté vers le bien de ton organisation, il n'y a personne qui va questionner tes intentions puis pourquoi tu prends ta décision. Alors, je pense que on se gouverne, comme je l'ai dit tantôt, avec nos valeurs corporatives. Puis chacune des décisions que je prends sont en lien avec ça. Hey, on a une autre question de Jacques que je salue aussi. C'est devenu quoi votre horizon de planification des affaires? Bon, Je vais te laisser réfléchir, Martin. Je vais y aller en attendant. Regarde, ça, c'est catastrophique chez nous. Là, chez nous, il y a un gros coût d'opportunité dont on ne parle pas. En fait, c'est ça, c'est le coût d'opportunité, ce qu'on ne fait pas. Les projets qu'on a mis sur la glace ou les projets qu'on retarde, qu'on essaie de faire progresser. C'est sûr que là, moi, j'ai une vision à court terme, ce que je n'ai jamais eu dans le passé. Alors, l'horizon de planification des affaires, on ne sait pas ce qui va se passer dans 6 mois, on ne sait pas comment est-ce qu'on va être impacté. Alors, c'est sûr que là, notre job, c'est de garder les yeux sur la balle, mais je n'ai pas le choix quand même de faire progresser des projets stratégiques. On veut partir une construction à Toronto, dans la région de Montréal aussi. En fait, on a besoin, le marché agroalimentaire a besoin qu'on fasse ça. Alors, nous, on n'a pas le choix quand même à travers ça de s'isoler de tout ce qui se passe puis faire comme si le monde n'était pas en train de s'écrouler alentour de nous, puis on continue nos projets d'expansion parce que c'est requis. Alors, c'est difficile de jongler entre le quotidien puis de mettre aussi l'emphase sur les projets stratégiques parce que tu ne veux pas travailler, comme j'ai dit tantôt, avec une dette stratégique parce que tu n'as rien fait puis tu te fais dépasser par la concurrence ou le marché a besoin que ton service soit disponible et il ne l'est pas parce que tu n'as pas fait ce qu'il fallait pour faire progresser tes projets. Alors, c'est des décisions, c'est un jongler de l'emploi du temps qui n'est pas simple. Exact. Martin, je vais t'entendre là-dessus aussi. Exact. On est à 2 dimensions. Une première, c'est très du court terme. Dans quelle mesure on rassure les gens, on explique ce qui arrive dans une incertitude où bien souvent, on a des attentes vers notre premier ministre, certaines annonces à ce moment-là où certains programmes sont imprécis, non clairs, etc. Donc, c'est de naviguer entre du court terme, mais aussi, je rejoins totalement Nicolas, c'est aussi de réinvestir parce qu'il y aura un après. Puis moi, je pense que plus que jamais, il faut se préparer. Donc, c'est une combinaison entre du court terme versus une planification stratégique, nécessairement avec une horizon plus loin, avec des investissements majeurs que l'on fait. Question de Caroline Fortin maintenant. Quel est votre feeling? Est-ce que vous croyez que le pire est derrière nous ou est-ce qu'il s'en vient? On dépend de la région que l'on parle. On est tous frappés de la même façon au Québec. Puis, je dirais à ce moment-là que la réponse serait davantage chaque région. Montréal est impactée largement différent
que Québec ou d'autres régions. Donc, eux vivront un redémarrage qui sont différents. Je ne crois pas que Montréal, actuellement, est dans la plus belle des positions en soi. Donc, par moment, certaines inquiétudes sur le risque, si on veut, d'avoir d'être frappé à ce moment-là par une seconde vague dans certaines régions. Mm. Je vais m'en tenir à une question de feeling parce que je ne suis pas un scientifique. Mais ce que je peux dire, c'est que je pense que dans la région de Québec, on a un job incroyable à faire. Il faut faire un succès du déconfinement. C'est ça qui va déterminer que le pire est derrière nous. Puis pourquoi je dis ça? C'est parce qu'il faut montrer aux gens qu'on est capable de vivre avec le virus, qu'on est capable de passer à travers tout ça pour pas... en fait, il faut vaincre le virus de la peur à travers qu'est-ce qu'on va faire. Et puis, il faut montrer clairement qu'on est capable de faire ça pour qu'après ça, la Région de Montréal puisse le faire avec confiance puis qu'on puisse passer par-dessus ça et non se rendre à une deuxième vague. Une deuxième vague va probablement être le coup de mort pour un paquet de gens. Tu ne veux pas avoir une deuxième vague de confinement. Alors, il faut que dans la région de Québec, le déconfinement, partout ailleurs à l'extérieur de Montréal, que ce déconfinement-là soit un franc succès. Oui, c'est ça, hein, parce que confiner une fois puis investir toutes les ressources pour traverser cette situation-là, traverser la crise, c'est une chose, mais le stop and go, ça en serait une autre. Puis à la fois pour les gouvernements et les entreprises, là, c'est difficile de l'envisager, je pense. Parce que Valérie, de toute façon, on ne peut pas continuer à imprimer de l'argent comme on le fait actuellement. À un moment donné, on va finir par donner de l'argent à tout le monde. Et puis, ça ne vaudra plus rien. Je veux dire, il y a une quantité, je pense qu'on a déjà dépassé ce qu'on pouvait faire comme aide. Alors là, il faut qu'on se prenne en main. On a une question de Robert Cadrin. Compte tenu que la période est encore très tumultueuse avec de l'incertitude beaucoup, on négocie nos financements sur le court terme ou on ferme sur plus long terme. Là. On négocie comment finalement nos financements court ou long terme? Je pense que jamais que les taux d'intérêt ont été si bas. Donc, c'est ça qu'actuellement, emprunter coûte peu, si on veut, avec les taux actuels. Je dirais qu'il faut que chaque dollar, mettons, emprunté puisse, mettons, produire par nos projets d'investissement un excellent retour. Mais je pense que plus que jamais, le taux d'intérêt facilite, si on veut, les entreprises à s'investir. Vas-y, en fait, pour répondre à la question de Robert, comme Martin l'a dit, les taux sont le plus bas qu'ils n'ont jamais été. Le coût des fonds est à son plus bas. Moi, j'aurais tendance à vouloir protéger ce coût des fonds-là sur le long terme parce que pour la raison que j'ai mentionnée tantôt, on imprime. J'ai jamais vu autant de gouvernements imprimer autant d'argent que ça en même temps. Ça ne peut pas faire autre chose que mal finir cette histoire-là. Éventuellement, ça va faire de l'inflation, puis beaucoup, beaucoup, beaucoup d'inflation. Puis la façon de le contrôler, ça sera probablement par des taux d'intérêt. Alors, moi, j'aurais, sans vouloir créer une panique de papier de toilette puis de congélateur, puis d'amener les gens à fermer tous leurs taux, puis ce qui va augmenter naturellement une pression sur les taux à long terme. C'est pas ça le but, mais je vais juste vous dire que moi je suis inquiet à long terme sur l'inflation, puis j'aurais tendance à fermer sur une plus longue période pour protéger le coût des fonds, actuellement. Tout à fait d'accord. Puis est-ce que le monde financier, non seulement vous écoute, mais vous appuie concrètement? Je dirais, moi, le monde financier, notre réseau, par sa structure, a été peu avantagé par les différents programmes mis en place, malgré les impacts importants, compte tenu de l'actionnaire de contrôle qui fait en sorte que l'OB est considéré comme une grande entreprise, donc n'est pas accessible, mettons, pour les différents supports. Donc, on s'est donc replié, si on veut, sur notre trésor de guerre, si on veut, pour supporter notre croissance et nos développements. Donc, le milieu financier, actuellement, je remercie le bon Dieu, j'ai une certaine autonomie, mettons. Je suis à la même place que Martin par rapport à ça. L'avenir nous dira si ça va changer, mais pour l'instant, on n'a pas eu... on ne se qualifie pas pour les programmes, puis heureusement, on ne se qualifie pas. Puis, deuxièmement, on n'a pas eu besoin non plus d'aide de nos partenaires financiers à date.
À tous les deux, je vous remercie beaucoup. Oh, il y en a une autre question qui vient d'arriver, donc on va continuer encore un petit peu. Craignez-vous, c'est Marie-Claude Lachapelle qui demande, est-ce que Martin, d'abord bonjour Martin, puis est-ce que vous craignez des impacts collatéraux négatifs plus grands que la maladie même de la COVID, santé mentale des employés, tissu social affaibli, perte de contact humain, tout ça? Exact. Bonjour Marie-Claude. Exact. Puis encore, durant ma conversation, Valérie, que l'on a ensemble, puis avec l'ensemble de la communauté, je considère que c'est un drame humain parce que oui, il y a des impacts collatéraux. Je pense que la société doit se reposer la question comment on traite nos aînés. Premièrement, je pense que c'est un élément qui est important. Puis tous les impacts, si on veut, que la COVID puis que l'isolement a causé sur la violence conjugale, le nombre de plaintes à la DPJ qui ont diminué, laissant les enfants, c'est pas parce qu'il y a eu, mettons, moins d'impact ou moins de violence, c'est que le confinement les a mis, mettons, dans l'isolement. Je dirais que oui, il y a une inquiétude marquée, autant au point de vue de la violence conjugale, au point de vue de la protection des enfants, aussi en soi, toute l'anxiété à ce moment-là de dire, écoute, comment je vais faire vivre ma famille dans un contexte où les revenus sont à peine pour couvrir à ce moment-là les besoins. L'impact d'un non-retour à l'école. Je veux dire, isoler des enfants pendant 2 mois de leurs amis, moi, je pense que c'est un coût important en soi, que le temps dira à ce moment-là. Oui, je suis maman de 3 ados, c'est une préoccupation que j'ai vraiment à tous les jours. Puis, voyons, Nicolas, toi, tu le vois comment? Tu sais, je suis d'accord avec Martin à 100%. Des fois, je me dis, je pense que la COVID est arrivée peut-être au meilleur moment où est-ce que c'est le printemps, où est-ce que c'est on est un peu, on se réveille tranquillement de l'hiver et tout ça. Je pense que le vrai coup, on va l'avoir cet été. Puis les vrais enjeux, on va les avoir cet été par rapport à les restaurants qui réouvriront pas, les touristes qui viendront pas, les drames que ça va occasionner, les faillites que ça peut occasionner aussi et tout ça. Moi, j'ai peur que ça ait des impacts importants. Martin a parfaitement raison aussi sur l'impact humain des gens, sur les enfants. Moi, je suis inquiète de mes employés qui travaillent à la maison puis qu'on ne sait pas est-ce qu'ils sont victimes de violences conjugales? On ne sait pas. On essaie de parler aux gens, d'essayer d'aller voir, d'avoir des vidéos avec eux autres pour savoir comment est-ce qu'ils vont et tout ça. Mais Martin a parfaitement raison. Il y a des effets incroyables qui sont collatéraux qu'on ne voit pas. Puis je pense qu'on va tout ça va ressortir un peu plus cet été, malheureusement. Puis comment vous voyez le télétravail à long terme? Question de Steve Bouchard. Bien, Steve Bouchard, il reste à Saint-Anselme. Puis il travaille au bureau de Godin. Fait que je comprends pourquoi il pose la question. Si j'étais à sa place, je poserais la même question exactement. En fait, je ne voudrais pas être dans les souliers d'un propriétaire ou d'un REIT qui a des tours à bureau dans les centres-villes. Parce que je pense que le télétravail va changer pour tout le temps. Je pense que c'est pas une réalité qui est viable pour tout le monde, mais je pense que c'est une réalité qui est apprivoisable pour un paquet de gens, puis des solutions qui vont peut-être être meilleures que bien des solutions de transport en commun et tout ça pour aider l'environnement et tout. Alors moi, je pense que le télétravail va faire partie de notre réalité pour un bon bout de temps. Exact. Moi, je pense que le télétravail, pour plusieurs entrepreneurs ou la communauté d'affaires qui avaient des réticences ou des inquiétudes en termes de productivité, vont réaliser aujourd'hui qu'avec le télétravail, qu'il y a la possibilité à ce moment-là d'être plus productif, performant et qui aura un impact important avec le nombre de personnes actuellement d'employés en télétravail. Est-ce que c'est encore nécessaire? Est-ce qu'il y aura un impact sur le réseau structurant? Est-ce que le trafic sera aussi à ce moment-là élevé avec cette nouvelle réalité-là de télétravail? Est-ce que les impacts que ça va donner sur l'environnement? Moi, je pense que c'est un élément que dans les prochains mois, les prochaines années, vont soulever beaucoup d'effets et de questionnements sur différents projets qui ont lieu. Mélina Sylvain, je m'excuse, je ne sais pas si je prononce comme il faut. Est-ce que vous avez un plan pour le soutien psychologique des employés dans l'après-COVID? Je ne sais pas si, et peut-être dans le pendant aussi. Exact. Nicolas, je te laisse la... En fait, je peux y aller. Mélina fait partie de mon équipe de RH. Alors, j'aurais souhaité qu'elle m'aide à répondre à cette question-là plutôt que la pose.
Mais on a un programme d'aide aux employés qui a été déployé depuis on l'a changé récemment pour en avoir un plus soutenu. Mais c'est sûr qu'il va falloir aider nos employés parce qu'ils vivent des réalités chez eux par rapport, des fois, c'est leur conjoint qui ont perdu leur travail. Il y a des enjeux qui sont pas nécessairement dans notre organisation, mais il faut être capable de les supporter psychologiquement de différentes façons que ce soit. Nous, on va essayer de trouver des façons de supporter actuellement psychologiquement nos employés pour qui sont dans différentes situations. Mais l'après-COVID, c'est une excellente question. Il va falloir être capable de faire ça. Mais c'est quand l'après-COVID? Fait que on ne peut pas se permettre d'attendre après COVID. Il faut faire des trucs maintenant. Il ne faut pas penser que tout va arrêter à un moment donné et qu'éventuellement, il y aura un vaccin. Mais je pense que toutes les décisions qu'on doit prendre puis les mesures qu'on doit mettre en place, on doit les mettre maintenant. Oui. Exact. Nous, on a un programme d'aide aux employés, Nicolas, sans reprendre ce que tu as mentionné. Donc, c'est via ces programmes d'aide aux employés-là qui vont être une ressource nécessairement plus spécialisée pour les soutenir dans les moments difficiles. Karina Lehoux qui demande, est-ce que vous aviez prévu des événements en présentiel avec vos employés ou partenaires et qu'est-ce que vous prévoyez d'ici le printemps 2021? Tous nos événements nous ont été cancellés. Donc, que ce soit nos congrès d'été, même nos rassemblements, si on veut, de décembre, dans une situation semblable, tout est reporté, annulé pour 2020 et reporté en 2021. Je ne sais pas si on va être en mesure actuellement cette année de vivre. Surtout, rassembler un réseau comme le nôtre, c'est 500 personnes, donc c'est plusieurs centaines de personnes. Donc, pour nous, tout est remis en 2021. Ouais. Je pense qu'on essaye de virtualiser un maximum de trucs qu'on peut faire. On avait prévu un certain nombre d'événements que je pense qu'il faut quand même qu'on aille. On a besoin, on est à la fin d'un cycle de réflexion stratégique qu'il faut qu'on renouvelle absolument. On veut savoir qu'est-ce qu'on veut faire dans les 5 prochaines années ou même dans les 2-3 prochaines années. Alors, on ne peut pas se permettre d'attendre, malheureusement, en 2021. Notre plan, c'est de trouver une façon de virtualiser un maximum de rencontres, mais c'est fou, Karina, la quantité d'événements qui ont été cancellés, que ce soit des événements auxquels on participait, Martin et moi, de façon caritative, ou des conventions pour nos associations respectives et tout ça, ou nos propres organisations. Je veux dire, tout a été basculé. Là. J'ai une pensée dans ce moment-ci pour les fondations. Oui. Il y a des fondations qui aujourd'hui dépendent de ces événements-là. Il y a une fondation qui me tient à cœur, entre autres, Fondation Sourdine, sans la nommer puis sans faire un petit clin d'œil à les gens qui occupent, mais c'est toutes les fondations qui aujourd'hui dépendent de ces activités-là vivent des moments difficiles. Donc, des fois, puis là, j'invite l'ensemble de la communauté, chaque dollar fait une grande différence. Fait que j'ai envie de le préciser, là. Oui, c'est bien de le faire. Merci, Martin. Je prends 2 dernières questions avant qu'on s'arrête. Vous êtes tous les 2 administrateurs donc sur le conseil d'administration de la Chambre de commerce et Jacques Topping demande, est-ce que vous voyez des changements dans l'offre de la Chambre à cause de ce qu'on vit? Jacques, une excellente question. Comme toute organisation, que ce soit la Chambre ou tout autre, la Chambre doit aussi se réinventer dans ces moments-là pour bien soutenir à ce moment-là la réalité de la communauté d'affaires. Je tiens d'ailleurs à souligner le travail exceptionnel parce qu'ils sont en équipe réduite et font un travail à ce moment-là là, de maître pour maintenir et informer constamment si on veut. Mais on est actuellement à se pencher dans quelle mesure on va se réinventer pour améliorer l'offre de services. Ouais. À tous les jours, là, en fait, je vais faire du pouce là-dessus, Martin. Ils font un travail exceptionnel. À tous les jours, on reçoit un update sur ce qui se passe, les différents programmes, puis par courriel à partir de la Chambre. Puis c'est le seul courriel que je lis parce que toute l'information est là. Tout est summarisé, clair et facile à comprendre. Ils font un travail extraordinaire. Puis oui, ils vont se réinventer, ils vont faire comme nous. Puis il va falloir qu'on tienne le doigt sur la pulsation du membership pour savoir qu'est-ce qu'il y a de besoin. Qu'est-ce qu'il y a de besoin de quelle façon on peut l'accompagner là-dedans. Peut-être que ça va être un changement à 180 degrés sur les activités de la Chambre, mais le but de la Chambre, c'est d'accompagner les entrepreneurs dans cette situation-là. Exact. Et là, Sandra Ferguson qui fait un petit peu de pouce sur la question de la philanthropie, en fait, dans une période qui est très incertaine. Comment vous envisagez vos engagements philanthropiques dans les prochains mois?
ça ne change rien. Tout simplement. Pour moi, en soi, redonner sous toutes ses formes, hein? Des fois c'est en argent, des fois c'est en temps. Moi, je pense que c'est important de redonner. D'ailleurs, mettons à l'EEB, on parlait beaucoup avec Jacques Ménard de la philanthropie, qui est un grand homme. Moi, je pense qu'en tout temps, dans les moments faciles comme dans les moments difficiles, il faut être prêt, si on veut, de chacune de nos communautés, puis de s'entraider en soi. Donc, mon engagement envers, mettons, les différentes causes sont aussi présentes qu'ils l'étaient avant le COVID. Ces fondations-là vont aussi se réinventer, trouver des façons différentes de livrer leurs événements. Je pense à Cité Joie qui va faire quelque chose de différent que son festival de homard. Mais ils ont besoin d'avoir ça. C'est la même chose. Moi, je vais continuer à m'impliquer quand même. Puis ces organisations-là vont faire comme nous, vont devoir trouver une façon de se réinventer, de livrer différemment, mais il ne faut pas que les gens les lâchent parce que c'est leur source de revenus. Puis il va y avoir d'autres drames humains si on ne les supporte pas. Martin et Nicolas, j'ai juste envie de vous dire merci, mais aussi de vous donner un petit mot de la fin. Qu'est-ce que vous avez envie de dire pour les entrepreneurs avant qu'on se quitte? Moi, je vous dis... Pep talk, mettons, là. Je dirais, c'est peut-être un cliché, mais ça va bien aller. Ça va bien aller. J'ai tendance à dire ça, de dire, écoutez, soutenez l'événement, puis dites-vous que dans chaque moment difficile, il y a toujours des opportunités de rebondir et de grandir. C'est dans les moments difficiles qu'on devient meilleur. Puis je lève mon chapeau à l'ensemble de la communauté d'affaires. C'est vraiment la plus belle des professions, l'entrepreneuriat. C'est bien dit, Martin. J'ai quasiment pas le goût de rien rajouter. Je pourrais simplement dire qu'on va passer à travers ça collectivement. J'aimerais juste qu'on élargisse le plus possible collectivement. Okay? De ne pas mettre la frontière trop proche de nous pour être capable de sortir de là. J'aimerais pas ça que ça soit chacun pour soi. J'aimerais ça je pense que la planète va devoir se lever ensemble puis passer à travers ça de façon globale. Alors, Martin Cousineau, Nicolas Penneau, un grand merci d'avoir participé à ce rendez-vous-là. Donc, merci à la Chambre de commerce aussi de nous avoir accueillis dans sa communauté. Alors, au nom de l'École d'entrepreneurship de Beauce, merci à tous d'avoir été présents, d'avoir participé avec vos questions super pertinentes. Alors, c'était un rendez-vous super agréable et je vous souhaite une belle soirée. Puis, merci à tous d'avoir été là. Merci. Bye.